Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doux. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour Changer la norme. Je m'appelle Flavie Després et je suis la directrice générale de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de participer au jury de la finale du festival Enactus. Enactus est une structure qui accompagne les lycéens, les étudiants et les professionnels à développer leurs compétences pour innover et agir au service du plus grand nombre. J'ai pu découvrir plein de chouettes projets et des étudiants entrepreneurs créatifs, professionnels et extrêmement motivés. La journaliste que je suis ne résiste jamais à la tentation de découvrir de nouveaux sujets et de rencontrer les entrepreneurs à impact au début de leur aventure. Changer la norme se donne pour promesse d'échanger sincèrement avec ses fondateurs ou dirigeants. On parle de leur parcours, de leur évolution de business plan, de leurs ambitions pour leurs projets et pour le secteur de l'engagement, de leurs doutes et de toutes ces petites ou grandes choses qui jalonnent les parcours entrepreneuriaux, mais qui passent souvent entre les mailles du filet. Donc rencontrer une toute jeune, dans tous les sens du terme, entrepreneur, c'était du pain béni inédit. C'est pourquoi je suis heureuse de vous proposer cette discussion avec Ophélie Van Bremersch, fondatrice de ZAC. En France, les 3/4 des gens portent des lunettes qui finiront au fin fond d'une commode. Pourtant, une grande partie de la population française et mondiale rencontre un problème d'accessibilité à cet accessoire de santé avant d'être de mode. Ajoutez à l'équation que c'est une industrie consommatrice d'eau et de plastique, donc polluante. Ça y est, vous avez les 3 axes contre lesquels Ophélie lutte avec ZAC. ZAC collecte et reconditionne des lunettes, trouve une nouvelle vie aux paires inutilisées et les vend à un prix abordable. Cette start-up a 2 ans et s'inscrit dans un sillon marqué de l'économie sociale et solidaire. Elle est, vous l'aurez deviné, la lauréate du festival Enactus 2020. Bonjour Ophélie. Bonjour Flavie. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien et vous ? Bah écoutez, ça va bien. On se déconfine enfin. Vous êtes, je crois, j'allais dire je l'espère, mais c'est pas que je suis pas ravie de vous avoir, mais la dernière invitée confinée. On va pouvoir retrouver les chemins du studio et un peu plus d'humain, et donc ça me rend très heureuse. Oui, j'imagine. Ophélie, merci de venir, même à distance, dans cet épisode de Changer la norme. Alors, ça va être un petit peu particulier parce que je crois que vous êtes la plus jeune entrepreneur, la plus jeune entreprise que j'ai jamais interviewée. Et surtout, je vous ai repéré lors d'un festival, donc le prix Enactus, dont on va parler. Donc, je vous connais pas depuis très longtemps, mais ZAC est très récent. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par votre parcours. Bon, il est court parce que vous êtes jeune, vous êtes un dinosaure comme moi. Du coup, peut-être de nous expliquer si c'est pendant vos études que vous avez eu l'idée de ZAC, qui est donc une entreprise qui collecte et reconditionne les lunettes. Donc, vous êtes dans l'économie circulaire de Ensuite, ce que vous avez fait, comment vous avez monté l'entreprise, et puis après, on parlera peut-être un peu d'incubation. Donc déjà, vos études. Alors en fait, juste un peu avant mes études, donc le moment où j'ai eu l'idée, c'était tout simplement en fait à la fin d'un cours de philo en terminale. J'ai regardé mes lunettes à la fin de ce cours et je me suis dit qu'est-ce qu'on en fait. Et après, il y a eu différents événements de ma vie et ce qui a fait que j'ai dû grandir. Et je me suis retrouvée en première année d'économie-finance, donc à l'Université catholique de Lille. Et on avait un cours qui s'appelait Entreprise et vie économique. Donc étant lillois, on devait faire un projet fictif autour de l'industrie de la bière. Donc j'ai été voir mon prof en lui disant que j'avais une autre idée. Et c'est là qu'il m'a orientée vers mon premier incubateur, donc qui est l'IES, l'incubateur de l'Université catholique de Lille qui s'appelle aujourd'hui l'Hémisphère. Donc où j'ai fait un petit peu mes premiers parcours, j'ai rencontré mes premiers professionnels qui m'ont mis un petit peu en relation et ont commencé à me former. Et c'est surtout eux qui m'ont aussi mis en relation avec mon premier gros incubateur, si on peut dire, donc comme l'IES considère comme pré-incubateur, qui est Live for Good. Je ne sais pas si vous connaissez Live for Good. Si, c'est le programme
comment s'appelle-t-il, de Jean-Philippe Courtois. Jean-Philippe Courtois. En fait, pour la faire courte, donc en fait, la famille Courtois a malheureusement perdu leur fils qui s'appelait Gabriel. Et Gabriel avait pour ambition de changer le monde, comme il disait, avec un impact social et environnemental. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année où je suis arrivée dans ce concours, entre guillemets, c'était la 3e année, et ils ont créé le campus, donc en partenariat avec le CEDEP, donc le Centre européen de formation. Et on s'est retrouvés 42 jeunes incubés pendant 3 semaines en résidence et avec 3 mois de suivi dans ce lieu. Donc, on avait des semaines de suivi, etc. Donc, d'abord, il y a une phase de sélection. On était 300, 350. On s'est retrouvés à 42. Et après, on avait du coup 3 semaines là-bas, donc vraiment intensif, plus un coach. Ça, je le faisais en parallèle de mes études. Donc, j'avais essayé d'aménager mon emploi du temps. Je faisais à la fois une prépa, donc c'est préparation grandes écoles et licence d'économie-finance. Donc, j'ai dû un petit peu jongler avec tout ça. Et en même temps, du coup, je commençais à développer ma start-up. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ces 3 mois, il y a 5 personnes qui ont été désignées comme lauréats et j'ai eu la chance d'être désignée comme lauréate. Notamment, une des dotations, c'était un voyage de e-learning expédition aux Philippines, dans la Silicon Valley de l'entrepreneuriat social. Et en fait, c'est là-bas que j'ai eu vraiment mes plus gros déclics. Donc, que ce soit qu'on a vécu avec les communautés de Gawad Kalinga, ou alors par rapport à la pollution qu'on pouvait voir aux Philippines. Par exemple, il y avait des lacs, on ne pouvait même pas voir la couleur de l'eau, tellement qu'il y avait de plastique qui était présent sur ces lacs. Et c'est en revenant que je me suis dit que je voulais vraiment agir et que j'ai fait le nécessaire avec mon école pour vraiment aménager mes cours et le développement de mon entreprise. Quand je suis arrivée en France, on n'était pas parti très longtemps, mais c'était en janvier, pas de cette année, mais l'année d'avant, donc janvier 2019, que j'ai commencé à aménager le parcours et c'est à peu près à partir de septembre, donc l'année suivante, donc septembre 2019, que j'ai rencontré du coup Enactus, qu'on a suivi pendant 1 an, qui nous ont suivis cette année. Donc j'ai fait Live for Good et Enactus comme accompagnement et là c'était vraiment un suivi plutôt poussé sur le projet avec une chargée de projet, etc. Donc beau parcours jusqu'à présent, donc incubé. Donc Zach a 2 ans, si je ne me trompe pas. Oui, ça a presque 2 ans, oui. Voilà. Et moi, ce que je voudrais comprendre, et que je pense intéresserait les gens, je ne pense pas qu'à moi, c'est comment est-ce que, étudiante, vous arrivez à aménager un emploi du temps. Bon, certes, il y a plein d'étudiants qui bossent, mais pour votre boîte. Et cela dit, comment vous financez, comment avec votre entourage, parce que les journées ne font que 24 heures, puis on a aussi une vie privée. Voilà, comment est-ce que vous cumulez tout ça? Et aussi, est-ce que là, vous dégagez du temps? Parce qu'on en parlera après, mais vous avez déjà 2 incubations bien prenantes et puis vous avez des objectifs assez ambitieux. Voilà, comment ça s'est mis en place, en fait, assez concrètement, cette organisation? En fait, ce qui se passe quand on est étudiant, donc déjà, j'ai eu la chance d'avoir une université qui était très bienveillante. Et quand, en fait, je me suis rendu compte que quand on était force de proposition, les gens ont vraiment fait en sorte que je puisse réaliser mes objectifs. Et quand j'ai gagné le premier concours Live for Good, alors que là, oui, je venais tout juste d'avoir 19 ans, donc j'étais la plus jeune de la promo. En moyenne, on avait 26 ans, mais je me sentais très bien à ma place. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, j'ai été voir, du coup, les personnes qui m'entouraient. Et c'est là que j'ai découvert aussi des solutions qui existaient, notamment le statut Pépite, qui est le statut Pépite étudiant-entrepreneur, et qui permet d'excuser certains cours quand on a un projet entrepreneurial ou par exemple de remplacer nos stages par une période passée sur nos projets. C'est ce que j'ai utilisé et après je vous cache pas que ça a été des moments des fois qui étaient un peu compliqués, notamment quand je dois passer mes partiels où je me suis mis à fond sur mon entreprise et là je dois réviser de façon très poussée sur mes partiels, mais ça a été surtout j'ai appris grâce à l'entrepreneuriat, ça m'a permis d'être de façon plus productive et de prendre du recul aussi sur tout ce que j'apprenais à l'université pour savoir vraiment ce qui était utile et donc en fait de travailler de façon beaucoup plus efficace qu'on peut le faire et je pense qu'on apprend actuellement en France où des fois on doit beaucoup répéter, faire des exercices qui sont pas très, on va dire très concrets, alors que là quand on est concrètement sur ce monde on va dire du travail, en fait ça nous apprend aussi dans les études à prendre un certain recul et à être plus efficace. Des fois ça me faisait des journées absolument énormes, mais c'était super intéressant parce que vraiment les deux pouvaient être liés et comme j'étais en économie-finance, notamment là je suis en train de retravailler sur nos business plans, forcément il y a un lien et ça nous permet d'avoir des clés pour développer. Oui, ça permet de développer certaines choses et la chance de la Cato, c'est aussi que c'est une université où en fait il y a beaucoup de campus différents, donc ça peut être en économie, en droit, etc. Donc on peut facilement avoir des ressources ou en communication pour développer ou rencontrer des personnes qui peuvent nous aider. Et après pour me libérer du temps, c'était un des conseils de Live for Good, donc toutes les semaines quand on était incubé, c'était des semaines de formation, on avait différents workshops.
Notamment, savoir comment s'organiser et le fait en fait de faire des blocs dans ma journée, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et maintenant, je l'applique aussi parce que là, on a du coup 3 stagiaires qui sont dans l'entreprise et vraiment, on a une fiche de suivi par mois avec nos grands objectifs. Après, en début de chaque semaine, on fait une réunion le lundi et aussi en fin de semaine le vendredi avec nos objectifs qu'on discute tous ensemble. Et ensuite, on a des sortes de to-do un petit peu tous les jours. Et c'est ça qui m'aide vraiment à avancer et à me rendre compte de ce qui a été fait. Et je mets à la fois mes objectifs professionnels et personnels, que ce soit le sport ou voir ma famille dedans, pour vraiment essayer de faire quelque chose de global. Non, mais ma question, c'était pas tant, la jeunesse, moi, j'ai jamais pensé que les années comme les heures de boulot, c'était, voilà, mais c'est juste, on est moins expérimenté, puis on a moins de moyens aussi, mais peut-être après, on a moins peur. Oui, je pense que c'est ça, en fait, on n'y pense pas, et même on n'a pas encore, à 20 ans, on pense pas encore on n'a pas encore des problématiques, des enfants, etc. Donc forcément, on va pas mettre ça, et donc en fait, on fonce parce qu'on se dit, on n'a rien à perdre, on n'a pas encore beaucoup d'argent comme pour avoir une personne qui a déjà eu un salaire, etc. Donc en fait, on essaie de faire l'art de la débrouille, c'est tout à fait ça, on essaie de faire l'art de la débrouille. Et on mange pas de ketchup. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Et donc, on essaie vraiment de voir et puis de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a énormément aidée. Et après, concernant le financement, comme j'ai gagné quelques concours, donc on a eu d'abord des premières bourses. Et après, c'était vraiment, j'ai essayé de réduire au maximum les frais et de tout faire toute seule. Donc, j'ai appris en fait à faire beaucoup de choses, que ce soit du légal, de la communication, plein de choses comme ça, ou apprendre à gérer par exemple toute la suite Adobe, alors que ça aurait pu me valoir des coûts en freelance si j'avais pris quelqu'un pour développer tout ce qui était communication. Et en fait, j'ai appris à quasiment tout faire toute seule, ce qui a pas mal aidé. Et après, aussi, l'équipe a commencé à grandir et travailler avec d'autres projets étudiants, d'autres étudiants. C'est comme ça que ça a un petit peu grandi et permis aussi d'atténuer les coûts. Je peux pas me dire que je vais me verser un salaire encore tous les mois. L'objectif, c'est d'avoir ça pour septembre parce que ça a pas mal été perturbé, notamment par la crise du Covid, parce qu'on devait faire notre gros lancement. En fait, vous avez l'ambition de vous verser un salaire en septembre. C'est tout le mal que je vous souhaite. C'est important, c'est le premier salaire. Peut-être que du coup, on peut parler en fait de Zach. Donc, Zach, c'est une entreprise qui a pour ambition d'avoir un rapport plus respectueux avec les lunettes et leur accessibilité, aussi l'impact qu'elles ont sur l'environnement. Alors moi, j'ai appris plein de choses en travaillant, c'est qu'il y a plus de 70% des Français qui portent des lunettes. Oui. J'en fais partie, mais j'étais très étonnée. Et surtout qu'on vendait un peu moins de 20 millions de paires de lunettes vues normales et solaires, mais qu'on en crée beaucoup plus. Donc en fait, il y a le gâchis la surproduction et le fait que par coquetterie ou parce que la mutuelle et la sécu remboursent tous les 2 ans, on a des lunettes viables qu'on n'utilise plus et on doit tous en avoir plein nos tiroirs. Il y a une énorme quantité de lunettes qui sont dans la nature et qui ne sont pas utilisées. Voilà, et pour appuyer vos chiffres, en fait, et exactement, en fait, on crée tous les ans 26 millions de lunettes pour seulement 13 millions qui sont vendus. Et ce qui est fou, c'est aussi que sur toutes ces lunettes qui sont créées, il y a aussi des verres qui sont posés dessus. Pour un verre, on peut utiliser entre 15 et 30 litres d'eau par verre selon les machines. Donc, ça pollue aussi énormément et ça consomme beaucoup d'eau. C'est ce qu'on essaie de réduire avec Zach. Donc, en fait, avec Zach, ce qui se passe, c'est que, comme vous venez de dire, en France, on est 71% à porter des lunettes. Et on a aussi appris qu'en 2015, il y a une étude qui est sortie expliquant qu'il y a plus de 100 millions de lunettes qui sont faues de nos tiroirs. Et en fait, c'est certainement les auditeurs au fond de chez eux, dans leur tiroir, ils ont certainement des lunettes inutilisées. On a voulu vraiment pousser cette démarche de se dire, on va trouver une solution éco-responsable pour leur donner une seconde vie. On va les collecter, donc on les collecte dans des lieux courants. Donc là, on peut les retrouver par nos sites sur les lieux internet. Et puis après, on est toujours friand de faire des partenariats pour avoir de nouveaux lieux. Donc on le fait avec des entreprises, on travaille avec eux pour des actions RSE. Également avec des universités, on crée des challenges engagés pour impliquer la prochaine génération. Et aussi avec des opticiens parce que pour vraiment créer cette économie circulaire de leur côté. Et une fois pour revenir juste sur le point de collecte pour que ça soit bien clair, en fait, vous, une partie de votre business aussi, c'est dire aux entreprises, voilà, 71% de vos salariés, si on applique le chiffre, ont des lunettes, on se motive et ça fait une animation et ils doivent rapporter toutes leurs lunettes et vous avez ça dans le même esprit. Bon, des opticiens, on comprend, on achète une nouvelle paire, on dépose l'antenne. Et les facs, pareil, un peu un challenge, un défi d'animation. Oui, voilà, c'est exactement ça. On peut faire des animations, donc on a déjà fait sur l'innovation frugale, sur la communication impact. Donc on leur fait déjà des rapports RSE pour expliquer l'impact que ça aura une lunette sur l'entreprise. Donc par exemple, si on collecte, chaque lunette, c'est entre 20 et 30 minutes de travail pour une personne qui est en situation de handicap chez Alterios. Donc ça, je l'expliquerai juste après. On leur fait un rapport sur à la fois l'impact social et environnemental que l'entreprise va avoir
qui peuvent après, eux, remettre dans leur rapport RSE. Et après, comme je disais, on peut aussi faire des workshops. Mais après, notre dynamique, parce que donc il y a des entreprises, c'est nos partenaires de longue date, etc., on n'a pas un prix fixe. C'est vraiment de dire on veut faire une action avec chaque entreprise pour vraiment avoir un impact maximum. On a des prix de référence. Mais après, le but, c'est vraiment si ce soit une toute petite participation ou si vous souhaitez nous soutenir davantage, si vous avez les moyens, c'est possible. Mais on n'a pas de prix fixe pour que vraiment ça puisse inclure tout le monde. Mais c'est juste qu'on a des frais, par exemple, de déplacement, de boîte, etc., parce qu'elle forcément, elle a été réfléchie, donc elle a un coût. Mais on n'a pas un coût fixe sur ça. Pour revenir à ce que forcément la partie socle de votre business model, mais ça vous permet de collecter, d'animer, de faire connaître. Voilà, c'est ça. Une fois que les lunettes, elles sont collectées. Donc ensuite, une fois collectées, on va les reconditionner. Donc là, notre démarche, on a voulu aller plus loin parce que c'est dans nos valeurs profondes, c'est vraiment d'inclure tout le monde. On a décidé de passer avec une entreprise adaptée, donc une entreprise adaptée qui s'appelle Altereos, qui est située à Tourcoing, où il y a 85% de personnes qui sont en situation de handicap. Et en fait, on a décidé de faire notre reconditionnement à leur côté. Donc c'est 5 personnes qui sont formées pour 2 ETP. Donc ils vont travailler sur les lunettes, ils vont faire leur conditionnement. Donc on a tout installé là-bas, que ce soit notre machine pour les verres, et après il y a des vrais postes de travail. Et on passe entre 20 et 30 minutes par monture pour le reconditionnement. Et tout ce travail-là est supervisé par Antoine, qui est notre opticien, qui les forme, qui répond à leurs questions et qui aussi des fois reconditionne et monte des verres. Une fois que ce travail a été fait, les lunettes sont classées, triées, etc. Et ensuite, le but, c'est de les remettre sur le marché pour qu'en fait, chacun d'entre nous, comme il existe aujourd'hui l'économie circulaire des vêtements, etc., puisse aujourd'hui trouver une alternative à ces montures de lunettes, mais une alternative éco-responsable, donc avec des montures de seconde main, mais reconditionnées pour qu'elles puissent tenir vraiment dans le temps. Et donc, c'est avoir de la qualité à moindre coût parce qu'on se positionne de 30 à 60% moins cher. Là, on a collecté à peu près plus de 10 000 lunettes. On a plus de 200 marques différentes parce que vraiment, on collecte de tout, donc pour qu'il y ait un choix poussé. Donc, un grand choix, une qualité et un coût beaucoup plus bas, mais à un impact social et environnemental parce que c'est vraiment ce qu'on veut porter et faire passer aussi l'idée que si, dès le bout de son nez, on peut avoir un produit éco-responsable, c'est possible pour quasiment tout ce qu'il y a dans notre quotidien. Une question de contexte. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui renouvellent les verres de leurs lunettes sans la monture? Alors ça se fait un petit peu plus quand on en parle, etc. Les gens commencent à se dire ah oui c'est possible, mais après on est quand même encore dans une dynamique en France où on aime bien le côté esthétique et on aime bien changer. Mais après c'est quelque chose qu'on peut faire de façon assez poussée. C'est quelque chose de possible, mais c'est pas encore quelque chose qui est la norme. C'est-à-dire très porté. Moi j'ai déjà demandé et les opticiens, enfin j'aime pas, c'est pas pour dire du mal d'eux, mais on préfère, j'ai l'impression, vendre des lunettes que changer des verres, quoi. Oui, c'est ce qu'ils préfèrent, mais en soi, vous pouvez tout à fait demander. C'est comme si ce qu'on propose aussi, si en ligne, il y a aussi ça, c'est pas notre business model. En ligne, nos produits sont distribués à la fois en ligne, mais seulement pour les verres solaires sans correction. Et après, on vend directement nos montures aux opticiens. On vend les montures de vue et les montures solaires où théoriquement, il y aurait des verres de correction. Mais en soi, notre but, c'est aussi que tous nos produits soient disponibles en ligne pour qu'un opticien, s'il a envie d'une certaine monture, quand on a beaucoup de références, qu'il puisse la trouver. Mais du coup, c'est aussi disponible aux consommateurs. Et là, si vous trouvez une paire de lunettes éco-responsables qui vous correspond, vous pouvez la commander et aller voir votre opticien et lui demander qu'il mette des verres. Ça, c'est légal. D'accord, c'est légal, mais c'est pas pour ça. C'est juste que je n'ai jamais réussi à faire changer les verres. Ouais, forcément, ils préfèrent avoir une marge ou alors avoir un coup dessus, mais il n'y a pas de problème. Et souvent, un opticien gagnera de toute façon plus avec les verres qui sont encore très chers parce qu'il y a beaucoup de corrections dessus que sur une monture de lunettes. Bon, écoutez, c'est bon à savoir. Merci de cette précision. Je vous en prie. Mais en fait, c'est vraiment des choses qu'on ne connaît pas. Et pourtant, c'est vraiment l'objet du quotidien. Oui. À part la brosse à dents, je crois que... moi, le matin, quand je me réveille, c'est le premier truc que je mets sur mon nez. Donc... Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de chiffres, si vous voulez bien. Oui. L'entreprise est jeune. Pour l'instant, vous êtes implanté là où vous habitez. Vous êtes à Alto Française, ce qui est une très belle région, dont j'en viens, donc je vais le dire. Mais voilà, il y a plein d'initiatives formidables. Est-ce que vous avez des objectifs de chiffre d'affaires? À combien vous estimez votre part de marché? Vous vous donnez combien de temps pour y arriver? Notre objectif en 3 ans, c'est toucher à peu près 15% des opticiens. Il y a 12 750 opticiens en France. Tous les mois, on veut en toucher 20 supplémentaires. Donc là, on est en train de voir pour travailler avec des groupes d'optiques et des chaînes qui existent déjà pour qu'elles puissent proposer, comme il y a actuellement les montures hommes, femmes et maintenant avoir des lunettes à impact. C'est 20 opticiens supplémentaires. On a un prix moyen
tout confondu en site et en magasin de 39 €, qui va englober à la fois les coûts de collecte, le coût de reconditionnement, le coût des verres, le coût des étuis. Enfin, notre but, c'est vraiment d'avoir le produit le moins cher et que quand aussi l'opticien fasse sa marge derrière, que le produit soit toujours en dessous des 100 € pour que ce soit remboursé par la mutuelle. Donc après, on n'a pas beaucoup de charges d'un certain côté parce que on a des coûts de collecte et on a des coûts de reconditionnement. C'est pas des grosses machines qu'on doit reconditionner. Après, on a nos coûts par contre de machines d'achat. Je sais pas ce que vous voulez comme chiffre de façon plus poussée. Non, c'est juste en fait, du coup, si la lunette, vous la vendez à 40 € en moyenne, vous en avez vendu combien là de votre dernière lunette? Alors là, en fait, ce qu'on a décidé de faire, notre stratégie, parce que pour pouvoir avoir des lunettes, vu que notre stratégie, c'est vraiment d'avoir des lunettes qui étaient déjà sur le marché, on a développé tout niveau collecte. Donc depuis du coup février, on est à 14 000 € de chiffre d'affaires à peu près, si je me trompe pas, mais on a eu des petites difficultés forcément avec ce Covid. Après, on a toutes nos charges aussi de machines et tout qui vont rentrer dedans et qui vont forcément faire diminuer la balance. C'est à peu près où on en est. Mais là, notre première stratégie, c'était vraiment tout ce qui était collecte pour dire qu'on puisse en fait toujours avoir des flux et qu'à un moment on se retrouve pas sans stock et qu'on puisse toujours répondre à cette demande de lunettes différentes. Et aussi ce qui s'est passé, c'est qu'on devait faire notre lancement avec Alterios, donc on fait des missions de 500 à 750 montures le 16 mars et en fait c'est tombé tout à fait à l'eau. Donc il y a seulement Antoine, notre opticien, qui a pu reconditionner en 3 mois 350 lunettes dans son atelier un petit peu aménagé à sa maison. Donc ça a été un peu chamboulé, donc les chiffres on est en train justement, comme j'en parlais juste avant, de les retravailler pour essayer d'aménager et pour du coup répondre à ça. Notre objectif, c'est aussi de vendre à peu près 500 lunettes par mois, que ce soit à des opticiens ou aussi en ligne. On est à peu près à 60 lunettes en ligne par mois, par contre. D'accord. Et pour vous étendre, parce qu'en fait, là, du coup, vous avez la collecte locale, le reconditionnement local. Est-ce que vous pensez que ça va être facile de s'étendre à l'échelle nationale? Puis je crois qu'il y a quelques projets similaires en région, enfin pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Alors déjà, en fait, on a différents flux pour ça, que ce soit par nos partenaires. Donc, en fait, là, déjà, on travaillait avec BNP Paribas en Île-de-France. On avait fait une collecte solidaire ensemble. Là, on va la lancer dans les Hauts-de-France. Donc, ils ont 17 territoires et donc, on va faire tourner des boîtes là. C'est la phase test pour lancer au niveau national. Donc, ça, c'est la première chose pour avoir un lieu à peu près courant. Après, on va faire la même chose au niveau des écoles. On travaille déjà avec ISO, c'est les Instituts supérieurs d'optique. On travaille avec leurs étudiants, on fait des interventions. On fait des collectes. D'ailleurs, ils avaient rempli la boîte sur l'île de façon impressionnante. On ne pouvait plus la porter. On a dû se mettre à 3. Il y avait 700 lunettes dedans. Elle était remplie jusqu'en haut. Il y a une boîte à l'ISO à Lille, Paris et Lyon. Et après, le but, c'est que ce soit dans leurs 9 écoles, donc dès septembre. Il y a vraiment toutes les régions de France. Et en fait, c'est sur ces points-là qu'on va s'appuyer pour développer. Et après aussi par nos opticiens. Donc, nos buts, c'est un petit peu de faire aussi des lieux de regroupement où il y a des boîtes pour aussi limiter l'impact carbone. Notamment, je sais qu'avec BNP Paribas, le but, c'est aussi de les faire remonter en interne avec ce qu'ils font pour limiter cet impact. Et financièrement, vous restez en fonds propres ou vous avez, alors on va faire longtemps, donc bon. Oui, oui, c'est ça. Mais on va faire une campagne de crowdfunding en septembre pour financer du coup ce déploiement, notamment parce qu'il faut refaire une construction de boîtes, parce que nos boîtes elles restent longtemps. C'est aussi, elles sont, pour vous expliquer, elles sont en craft, donc on a vraiment voulu passer par des matières qui sont recyclables. Et à l'intérieur, on a calculé les angles, etc. pour pas que les lunettes s'abîment. Ça a été assez poussé. Là, on en a 30 qui tournent du coup chaque mois. Et là, c'est en faire plus. On a aussi un autre format pour les disposer un peu plus partout. Et chez les opticiens, par contre, il existe souvent déjà des collectes de lunettes. Du coup, on leur envoie juste un petit autocollant avec le opticien engagé pour qu'en fait, on puisse collecter à leur côté sans recréer une boîte. C'est comme ça que ça... Donc, petite campagne de crowdfunding à la fin de l'été. Et après, on voudrait aussi... On est en train de postuler pour avoir un prêt d'honneur. Ça s'appelle Yelemen, c'est dans le Nord. On est en train de remplir les dossiers et après, on a eu quelques prix, comme je disais, financiers avec des concours. Donc, c'est un petit peu toutes ces stratégies-là. Et après, le but, c'est d'être autosuffisant. On va essayer de passer rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps sur le dernier volet. Non, mais c'est passionnant. Moi, ça m'intéresse beaucoup, les boîtes qui sont en train d'éclore. Et je pense que ça intéresse plein de gens, mais bon, il faut quand même respecter le jeu. Est-ce que vous avez envie, en grandissant, donc là, on voit bien qu'il y a des valeurs d'insertion, d'écologie. Est-ce que vous avez envie de vous inscrire dans la mouvance ESS, de vous labelliser ESUS ou Bicorp? Est-ce que vous avez une envie de vous engager dans ce mouvement-là? Pour parler de côté juridique, déjà rien que nos statuts sont déjà faits de façon à ce qu'au bout qu'on ait 1 an d'activité, on puisse être reconnu ESUS. Donc c'est vraiment une des volontés de notre part parce qu'en fait, on veut vraiment essayer de changer les choses à cette échelle-là. Et plus on sera nombreux à le faire, plus ça va faire un effet boule de neige. Donc pour nous, c'est évident. Et après, pourquoi pas aussi d'autres labels si c'est possible. Donc on verra avec le temps de façon comment on grandit. Notre but aussi, c'est en développant tous ces lieux de collecte, etc. Pourquoi pas grandir et faire d'autres produits, que ce soit les appareils auditifs ou des choses comme ça, parce que là aussi, il y a beaucoup de pertes et souvent, on peut souvent faire autre chose, donc grandir et travailler aussi plus tard sur d'autres projets dans le recyclage parce que c'est vraiment quelque chose qui nous anime.
Merci beaucoup, Ophélie. Il y a une tradition dans Changer la norme, c'est qu'il y a des petites questions à la fin. D'accord. Je vous invite à y répondre très rapidement et spontanément et en une phrase, brièvement. Quelle est la raison d'être de ZAC ? De redonner l'accès à la vue au plus grand nombre, un impact social et environnemental et un moindre coût. La femme ou l'homme politique que vous voudriez convaincre ? J'ai toujours beaucoup aimé Nicolas Hulot depuis toute petite, mais donc je pense que ce serait lui. La taxe que vous voudriez inventer ou supprimer ? La taxe que je voudrais inventer ou supprimer. Alors là, par contre, je ne saurais pas du tout répondre. Je ne suis pas encore assez lancée dans ce domaine, donc je n'ai pas encore d'idée sur ça. Mais vous avez toute la vie pour vous embêter avec des infos. Oui, je pense. Ça va venir rapidement. La patronne, ou plutôt le patron souvent du CAC 40 que vous voudriez ou pourriez être ? Je suis très proche de Microsoft par la famille Courtois, donc forcément, ce serait plutôt Bill Gates, du coup, de ce côté-là. Et la somme pour laquelle vous tairiez un scandale politique ? Pareil, là je ne saurais pas encore vous répondre, je pense. Je sais pas, vous avez toute la vie pour mettre un prix pareil. Oui, je pense aussi, oui. Ophélie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.